Le crime parfait porte une blouse. Il existe des lieux où l'on entre en abandonnant, volontairement, une part de contrôle. Un hôpital est l'un d'eux. On s'allonge, on tend le bras, on signe des formulaires qu'on lit à peine, on accepte l'aiguille, la perfusion, la poche transparente suspendue au-dessus du lit. On fait confiance, non pas à une personne, mais à un système. L'idée que quelqu'un, quelque part, veille. Charles Cullen a compris cela mieux que quiconque. Non pas parce qu'il aimait soigner, mais parce que la confiance est une serrure, et que la serrure peut s'ouvrir de l'intérieur. Né en 1960 dans le New Jersey, infirmier de soins intensifs, Cullen a travaillé dans plusieurs établissements du New Jersey et de Pennsylvanie pendant environ 16 ans. Entre la fin des années 1980 et 2003, il a administré à des patients des doses mortelles de médicaments, camouflant l'homicide derrière des mots habituels. Arrêt cardiaque, complications, défaillance multi-organes. Des morts plausibles, des morts statistiques. Ce qui rend l'affaire plus dérangeante encore, c'est le contraste. Un homme au visage banal, parfois décrit comme doux, serviable, presque effacé, un sourire de couloir, celui que on croise à l'île, aube, quand les néons sont encore cruels et que Elf, l'équipe de nuit, éteint. Et m'a derrière ce sourire une mécanique. Les chiffres de si chez eux-mêmes oscillent, si entre certitude judiciaire et vertige. Cullen a été condamné pour 29 meurtres et a avoué jusqu'à 40 homicides. Certains chercheurs et journalistes ont avancé l'hypothèse qu'il pourrait y en avoir beaucoup plus. Peut-être des centaines en raison de anomalies statistiques dans les mortalités hospitalières et de la facilité avec laquelle il a changé du stock établissement. Mais ce documentaire n'est pas une course au macabre, ni une loterie de chiffres. La question centrale est plus froide, plus morale. Miséricorde ou meurtre? Cullen est parfois présenté comme quelqu'un qui aidait des patients à cesser de souffrir. Un langage qui ressemble à une justification, voire à une tentative de donner à l'horreur une forme de noblesse. Pourtant, la structure de ces actes contredit les IDD, une compassion lucide. Des victimes non consentantes, une répétition, une opportunité exploitée, une dissimulation persistante. Le vrai choc de l'affaire Cullen, c'est elle montre comment le mal peut se glisser dans un environnement qui lui offre gratuitement une crédibilité. Une blouse blanche est un uniforme de confiance. Elle transforme le geste en soin, le produit chimique en traitement, l'accès au patient en droit naturel. Pour comprendre l'étendue du drame, il faut regarder la scène comme une enquête de laboratoire. Les médicaments, les voies d'administration, les protocoles de contrôle, les erreurs administratives, les silences institutionnels, et puis regarder l'homme, ses failles, ses mensonges, son rapport au pouvoir, au corps, à la mort. Car la véritable question n'est pas seulement comment a-t-il tué, mais comment a-t-il pu continuer? Un homme fissuré, biographie d'un visage normal. L'histoire de Charles Cullen est, à première vue, celle d'un homme qui se fond dans le décor. Il n'a pas l'allure d'un prédateur spectaculaire. Pas de scène de crime au sens classique, pas de course-poursuite dans une ruelle. Il évolue dans un univers où les morts sont fréquentes, attendues, parfois même raisonnables. Unité de soins intensifs, patients fragiles, pathologies lourdes. Mais sa trajectoire personnelle n'est pas neutre. Les sources disponibles décrivent un homme marqué par des troubles psychiques, des épisodes dépressifs, des tentatives de suicide, des difficultés relationnelles et un sentiment chronique d'échec intime. Cette dimension est essentielle, non pour excuser, mais pour comprendre. Chez certains tueurs dits professionnels, ceux qui opèrent dans un cadre de travail, on retrouve une configuration paradoxale, une capacité à fonctionner, à respecter une partie des règles, à se montrer parfois utile, tout en nourrissant, en sous-sol, une haine de soi, une rage muette ou un besoin de contrôle absolu. Dans le cas Cullen, la médecine lui offre un théâtre idéal. Elle lui donne un accès aux patients les plus vulnérables, souvent incapables de se défendre ou même de comprendre ce qui leur arrive. Une palette de substances capables de provoquer des crises aiguës qui ressemblent à des complications naturelles. Une culture du doute où l'on cherche d'abord des causes physiologiques avant d'imaginer la malveillance.
Un silence structurel où l'erreur est déjà un sujet sensible. Alors l'intention criminelle, impensable. Au fil des années, Cullen travaille dans plusieurs hôpitaux. L'un des éléments les plus troublants du dossier, souligné par de nombreux articles et analyses, est la manière dont il a pu quitter certains établissements dans des conditions déjà discrètes. Démission, non-renouvellement, départ négocié, puis être embauché ailleurs, sans que les signaux faibles ne deviennent une alarme nationale. C'est ici que naît la deuxième grande ligne du récit, la violence systémique. Non pas celle d'un couteau, mais celle d'un système qui préfère éviter le scandale, minimiser le risque juridique et laisser un individu problématique s'éloigner plutôt que de déclencher une procédure longue, coûteuse et potentiellement humiliante pour l'institution. Psychologiquement, cette dynamique peut renforcer l'illusion d'impunité chez un individu déjà fracturé. Chaque nouveau badge, chaque nouvelle orientation de service devient un message silencieux. Tu peux recommencer et le monde se réorganisera autour de toi. À ce stade, il faut résister à une tentation, celle de transformer Cullen en monstre absolu, comme figure mythologique. Le mythe rassure. S'il est monstrueux, il est différent. Mais elle, affaire Cullen est précisément elle, inverse. Elle force à admettre que elle, horreur, peut être commise par un qui paraît ordinaire, et que elle, ordinaire, est parfois la meilleure cachette. La méthode, quand le soin devient camouflage. Dans le langage populaire, on parle parfois de tueur au poison. Mais dans un hôpital, le poison et le remède se ressemblent. Ce sont des molécules, des dosages, des voies d'administration. L'acte criminel n'est pas un geste distinct, c'est un détournement du geste soignant. Les enquêtes et les récits judiciaires attribuent à Cullen, elle, usage de plusieurs médicaments, notamment des produits cardiaques et métaboliques, administrés de manière à provoquer des décompensations rapides. Arrêt cardiaque, hypoglycémie, troubles du rythme. Le nom de digoxine revient fréquemment dans les dossiers, tout comme l'insuline dans certaines suspicions et reconstructions d'enquête. Il faut être clair. Décrire l'existence de ces substances ne dit rien du comment faire. Ce qui importe ici, c'est leur rôle narratif. Elles permettent de tuer sans scène, en transformant l'homicide en événement clinique. Pourquoi ces victimes? Parce que les soins intensifs offrent une zone grise. La mort y est probable, parfois attendue. Les patients sont souvent sous traitement multiple. L'attribution causale est complexe. Les équipes tournent, les transmissions se font et la responsabilité se dilue. Les alertes statistiques, mortalité anormale sur un service, sont difficiles à interpréter. Est-ce le personnel, le profil de patient, une coïncidence? Cullen, selon les récits, se situerait du côté des tueurs organisés. Il choisit un environnement favorable, profite de l'opacité du milieu hospitalier et utilise la crédibilité de sa fonction comme bouclier. Mais la question miséricorde ou meurtre revient ici avec une force particulière. Dans certains entretiens et analyses liés au dossier, Cullen a laissé entendre qu'il pensait soulager des personnes en souffrance. Pourtant, l'idée de miséricorde dans un cadre éthique implique le consentement, la transparence, un processus, un dialogue, une légalité. Rien de tout cela n'existe ici. Ce n'est pas l'euthanasie, c'est l'appropriation privée du droit de décider de la mort. En réalité, ce que raconte la méthode Cullen, c'est un fantasme de pouvoir. Le pouvoir ultime, celui qui met fin à une vie, mais dans un décor qui l'absout, parce que la mort y est un phénomène familier. Le plus inquiétant n'est pas seulement qu'il tue, c'est qu'il puisse le faire sans être immédiatement distingué d'un professionnel fatigué, d'une erreur médicale, d'une série noire. Dans ce brouillard, la violence s'habille de normalité. Et c'est précisément ce brouillard, administratif, clinique, institutionnel, que l'enquête va devoir percer. L'enquête technique, documents, toxicologie et silence des institutions. L'arrestation de Charles Cullen ne vient pas d'un coup de théâtre hollywoodien. Elle vient d'un travail lent, des suspicions, des anomalies, des dossiers. Et surtout d'une question. Qui a intérêt à regarder ailleurs? Plusieurs récits de The affaire insistent sur un problème systémique. Des établissements auraient encore préféré gérer Cullen en interne, avec prudence,
plutôt que de déclencher une alerte qui exposerait Elch Hospital à des poursuites ou à une tempête médiatique. Cette logique, parfois décrite comme See no evil, speak no evil, est évoquée dans des enquêtes journalistiques sur le dossier. Techniquement, elle, enquête, se heurte à une difficulté majeure. Prouver les intentions dans un univers où la mort est attendue. Ce n'est pas un homicide au couteau, c'est une mort médicalement plausible. Pour casser la plausibilité, il faut des traces, des irrégularités dans l'accès aux médicaments, des anomalies dans les dossiers patients, des résultats toxicologiques ciblant une substance précise, des patterns de décès associés à la présence d'un même soignant. Dans les récits autour de Somerset Medical Center, le dernier établissement où Cullen travaille, apparaît la figure D, une collègue infirmière, Amy Lugren, qui coopère avec la police et l'aide à obtenir des éléments permettant d'avancer. Cette dimension est centrale dans plusieurs analyses et dans les œuvres documentaires inspirées du dossier. L'enquête devient alors une enquête de paperasse autant que de terrain. On cherche des poches Kekai manipulées, des incohérences entre prescription et administration, des accès non justifiés à des substances. Dans un cas particulièrement marquant, des sources évoquent des investigations médico-légales, impliquant L, exhumation ou L, analyse post-mortem, pour détecter des substances qui ne devraient précisément pas être là, ou pas dans ces conditions. Et pourtant, même avec ces pistes, les enquêteurs font face à un mur. La coopération institutionnelle limitée. Une critique récurrente dans les récits du dossier est que les hôpitaux, même lorsqu'ils soupçonnent, n'agissent pas toujours comme des alliés naturels des forces de l'ordre. La priorité peut rester la gestion interne, l'image, la responsabilité juridique. CI est aussi ici que la vérité la plus froide du dossier apparaît. Cullen, N, est pas seulement le produit D, un esprit malade. Il est aussi le produit d'un espace où les alertes sont coûteuses et donc parfois repoussées. Le travail technique, toxicologie, audit de dossiers, recoupement, surveillance, finit par réduire l'incertitude. À un moment donné, la possibilité statistique devient une hypothèse solide. Il ne s'agit pas d'un hasard. Alors le système, enfin, se retourne contre lui. Arrestation, aveu, condamnation. La vérité judiciaire et son plafond Charles Cullen est arrêté en décembre 2003. Les sources évoquent de sa mise en cause initiale pour meurtre et tentative de meurtre, puis une série d'aveux et d'accords judiciaires. Lors des interrogatoires, il reconnaît avoir tué un nombre élevé de patients, jusqu'il y aura 40, selon ses propres déclarations. Et Chiel, enquête judiciaire, retient finalement 29 victimes confirmées dans les condamnations. Il est condamné à de multiples peines de prison à vie, sans possibilité réaliste de sortie. Les détails juridiques sont révélateurs. Pour obtenir sa coopération et comprendre l'étendue potentielle de ses actes, les procureurs concluent dans des accords qui évitent certains scénarios, dont la peine de mort évoquée dans la presse de l'époque. Mais la justice, ici, rencontre une limite structurelle. On ne juge que ce qu'on peut prouver. Même si des analyses avancent qu'il pourrait y avoir beaucoup plus de victimes, la vérité judiciaire se fixe sur un nombre démontrable, documenté, soutenu par des éléments médicaux, des dossiers, des liens de causalité. Cette tension entre l'horreur probable et l'horreur prouvable hante toute l'affaire Cullen. Elle produit une zone d'inconfort public. Et si nous ne connaissions qu'une partie, c'est aussi à ce moment que la figure de Cullen se recompose médiatiquement. Il devient l'ange de la mort, le killer nurse. Des œuvres documentaires et des films, dont The Good Nurse et le documentaire Netflix Capturing the Killer Nurse, reconstituant le dossier en insistant sur deux axes. L'homme, son masque, son ambiguïté froide, le système hospitalier, ses failles, ses incitations au silence. Et pourtant, même face à la condamnation, la question morale ne disparaît pas. Car LJ affaire N est pas seulement celle D et un individu. C'est E et celle D, non, un environnement qui la a rendu plausible, embauchable, transférable. La justice ferme une porte.
Mais elle laisse derrière elle une question plus vaste, presque politique. Comment empêcher qu'un Charles Cullen se reproduise? Miséricorde ou meurtre? Analyse finale et héritage. L'expression miséricorde est un piège narratif. Elle propose une intention douce à un acte violent. Dans le cas Cullen, ce piège est sauté redoutable parce que Tilsey insère dans un débat réel la fin de vie, la souffrance, les soins palliatifs, la dignité. Mais Cullen ne se situe pas dans ce débat. Il le détourne. Ce qu'en il fait dès après la vérité judiciaire, N est pas une réponse éthique à la douleur. C'est une décision solitaire, secrète, répétée, imposée. Et cela révèle un mécanisme psychologique fréquent chez certains tueurs de proximité. Une forme de sentiment de souveraineté. Le patient devient un territoire. La perfusion devient une frontière franchie sans permission. Les analyses modernes insistent aussi sur une dimension systémique. L'éloge affaire Cullen a alimenté des discussions et des dispositifs de patient safety, de reporting, de responsabilité des établissements et de meilleure circulation de l'information sur les professionnels problématiques. La simple existence de documents dédiés à la prévention, évoquant explicitement le cas Cullen, montre que l'affaire a produit un traumatisme institutionnel. Mais il y a une leçon plus sombre. Un système peut apprendre sans jamais se sentir coupable. Les institutions s'adaptent souvent en ajoutant des protocoles, des cases à cocher, des comités. Pourtant, Cullen a prospéré dans un univers déjà riche en protocoles. Ce qui a manqué, ce N, et pas seulement la règle, c'est, et le courage d'appliquer la règle quand elle coûte. Et puis il y a l'humain, les victimes. Dans beaucoup d'affaires de killer-nurse, la difficulté morale est double. Les familles ne veulent pas croire qu'un soignant a tué. Une fois qu'elles le croient, elles doivent vivre avec l'idée que la confiance a été exploitée. Le sourire de Cullen dans ce récit n'est pas un détail. Il est un symbole, la preuve que le mal N n'a pas besoin d'écouer un visage effrayant. Il peut être poli, il peut être calme, il peut vous appeler par votre prénom. Alors, miséricorde ou meurtre? La réponse la plus honnête est: le mot miséricorde est une mise en scène, une justification postérieure, un voile sur une réalité plus nue. Un homme a tué parce qu'il pouvait, parce qu'il était là, parce que le système lui donnait l'accès et la couverture. Et la dernière image de ce documentaire n'est pas une injection, ni un tribunal. C'est une porte d'hôpital qui se referme doucement derrière un visiteur. Le couloir redevient silencieux. Les néons bourdonnent. La confiance revient parce qu'elle doit revenir. On ne peut pas vivre sans. Mais la confiance, désormais, porte une cicatrice. C'est cela, l'héritage Cullen. Nous rappeler que le soin est un acte noble, mais que sa noblesse ne le protège pas automatiquement de la corruption, et que parfois, le crime le plus terrifiant n'est pas celui qui se cache dans la nuit, mais celui qui se fond dans la lumière clinique du jour.